Très bien, merci frère. Donc il me revient l'honneur, et c'est une joie sans mélange, que de présenter mon ami Pierre Gaudichaud pour la conférence de ce soir. Alors quelques mots sur la formation de cet auteur, puisque Pierre Gaudichaud a écrit 2 ouvrages. L'auteur de Formation économique, je lis la 4e de couverture du livre, hein, ce sera plus simple, a tenu divers postes au ministère de l'économie et des finances, notamment à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, puis à la Direction générale du Trésor et de la politique économique, et enfin à la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. C'est pour vous dire qu'il faudra lui pardonner beaucoup de choses. Bien, plus sérieusement, Pierre Gaudichaud donc, est un économiste, et la particularité de Pierre Gaudichaud, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est qu'il a utilisé un test dont il va vous parler tout à l'heure, et c'est un test fort important puisque, sous prétexte d'un jeu d'ailleurs à l'origine, ce test permet d'évaluer la qualité de nos élites, la qualité de tous, mais en particulier la qualité de nos élites. Et là, je dois dire qu'on peut avoir un certain nombre de surprises. On pourrait nous dire que ce test est un peu artificiel. Ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement, lorsqu'on suit les analyses de Pierre Gaudichaud, on est parfaitement renseigné sur la personnalité de nos élites. Et là, du coup, nous avons effectivement quelques surprises. Alors, Pierre Gaudichaud a, évidemment, ce test est un point de départ, ça n'est pas un aboutissement. Et Pierre Gaudichaud a donc organisé sa pensée à travers un programme qu'on peut qualifier de programme politique, qui s'intéresse évidemment à l'économie, mais qui s'intéresse à travers ce test à déterminer la compétence nécessaire pour les cadres et pour ce qu'on appelle l'élite de notre pays. Et là, pour le coup, les choses deviennent extrêmement sérieuses, extrêmement importantes. Et je le répète, à suivre les analyses de Pierre Gaudichaud, on est à peu près sûr de ne pas se tromper. Donc, je vais laisser la parole de Pierre, qui va donc nous donner, pendant un certain temps, des explications sur ce test. Et puis, comme ses ouvrages le démontrent, au-delà de ça, il y a naturellement les conséquences, en quelque sorte, de cette nécessaire compétence pour nos élites, et à travers ça, un programme politique, un programme économique, qui lui est très construit en 33 points, si je ne m'abuse. Oui. Je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais en tout cas, ce sont des éléments qui sont importants à avoir à l'esprit, précisément pour pouvoir juger de la situation politique de notre pays à l'heure actuelle. Je laisse la parole à Pierre Gaudichaud. Je te remercie, Didier. C'est parti. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je vous remercie d'être venus. Alors effectivement le sujet c'est pour un État juste et efficace. Alors je ferai 2 parties. Alors une première partie donc c'est sur la compétence des hommes politiques nécessaires pour mettre en œuvre un État juste et efficace. Et la deuxième partie, ce sera le début du programme, parce que pour exposer le programme, il faudra 3 ou 4 heures. Donc je ferai qu'esquisser les premiers grands traits de ce que peut être un État juste et efficace, mais je parle dans le domaine économique et social. J'exclus la partie judiciaire pour cette fois-ci. Donc cet État juste et efficace se matérialise en particulier parce que j'appelle un nouveau modèle économique et social. C'est-à-dire que à partir là, c'est d'une courbe, il y a un test et une courbe. En fait, mes livres, c'est la rencontre d'un test et d'une courbe qui ont alimenté au cours du temps mes réflexions sur ce que pourrait être un État juste et efficace. Donc, je commence par la première partie, donc la qualité des hommes politiques. Alors pour avoir un État juste et efficace, un peu comme en cuisine, il faut plusieurs ingrédients, comme je vous ai dit. Et le premier ingrédient, c'est d'avoir des hommes politiques
qui sont à la fois compétents et justes. La justice étant un degré dans l'altruisme. C'est-à-dire, j'évalue les hommes politiques sous deux angles. Il y a l'angle de la compétence générale, le niveau de compétence, et il y a l'angle altruiste ou prédateur. Parce qu'il y a des hommes politiques qui sont altruistes, d'autres prédateurs de nature, quoi, hein, qui sont, soit c'est de naissance, soit ils se sont forgés une nature de prédateur au cours du temps. Parce que j'ai du mal à croire que ce soit de naissance qu'on soit prédateur. Enfin, ça peut se discuter. Alors, pour la compétence des hommes politiques, j'ai utilisé un test, effectivement, comme disait Didier Rochard, qui s'appelle le test Levino, L-E-W-I-N-O. Alors, Walter Levino est né en 1924. Il s'est engagé à... Il est d'origine juive, hein, avec des origines anglaises et polonaises. Il s'est engagé en 1941 à 17 ans dans les forces aériennes françaises libres. Il a été navigateur de bombardier pendant plus de 3 ans. Il a fait 65 missions de bombardement sur l'Allemagne et en Normandie. Donc il a mis tout de même sa vie au bout de ses idées. Donc, ce qui fait que c'est tout de même quelqu'un, à mon avis, qui... Moi j'aime bien ce genre de personne, hein, pour tout vous dire. Quelles que soient les idées qu'ils défendent à la limite. Alors, donc, je vais vous parler de ce test. Alors, il distingue chez les politiques, donc ce test est paru en 1986 dans le Nouvel Observateur. Donc, évidemment, c'est un journal que je ne lis pas habituellement, mais c'est un collègue de gauche qui me l'a fait faire hein, au ministère. Alors, il distingue, vous avez tous entendu parler d'avoir le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Ça, c'est une formule qui revient régulièrement dans les médias. Alors, moi, l'origine de la formule, d'après ce que j'en sais, ce serait le philosophe Alain, dans les années 30, qui aurait dit en parlant des radicaux socialistes, cœur à gauche, portefeuille à droite, toujours près de l'assiette au beurre. Voilà, donc c'est à partir de là. Donc, alors quand le test est paru en 1986, je me suis posé une question parce que mes collègues socialistes au ministère qui avaient le cœur à gauche, je trouvais qu'aucun n'était généreux en fait. Donc ça m'a posé un problème tout de suite ce test. Et je me suis dit, si le cœur à gauche c'est pas être généreux, c'est quoi? Alors j'ai cherché, alors, parce que dans le test, donc vous verrez, je vais vous faire voir tout à l'heure, il y a 27 archétypes. Et les 9 archétypes qui ont le cœur à gauche, il n'y en a aucun qui est généreux vraiment de lui-même, quoi. Ils sont généreux avec l'argent des autres, quoi. Donc ça pose un problème. Et au bout de quelques mois de réflexion, je me suis aperçu que tous ces gens-là, en fait, ils avaient une caractéristique commune, c'est qu'ils étaient archaïques. Donc c'était des gens qui voulaient résoudre les problèmes de la France avec les idées d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, etc. Bon, 1917 pour certains, 1870, 1793, 1936, voilà. Donc, ce test, en fait, réinterprété comme ça, il a complètement changé ma vision du monde politique. Et il y a des tas de choses que je ne comprenais pas dans le monde politique, et quand il est paru en 86, là, j'ai commencé à comprendre. Alors, je vais vous faire voir comment ça se présente. Voilà. De l'hébreu. Je ne sais pas si les gens peuvent voir. Ouais, voilà. Alors, en fait, à cœur et tête, Levino, il a rajouté cœur et portefeuille. C, c'est le cœur. Oh, c'est écrit un peu vite. P, c'est le portefeuille. Et T, c'est la tête. Il a rajouté la tête. Parce qu'en fait, par exemple, il faut savoir, par exemple, que si vous prenez Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac et Gaston Defferre, qui était le maire de Marseille à l'époque, un maire de gauche, ils ont tous les trois le cœur à droite et la tête au centre. Donc si Levino n'avait pas introduit la notion de tête, T c'est tête, les Chirac, Le Pen et Gaston Defferre seraient dans la même famille politique. Ce qui évidemment est un non-sens. Donc en fait,
là c'est le deuxième coup de génie de Lévineau, c'est d'avoir introduit la notion de tête. Et ça, je crois que vous ne l'avez vu nulle part jusqu'ici. Et moi, mon truc, ça a été de réinterpréter tout ça. Parce que Lévineau avait interprété ça d'une certaine façon, et moi, je l'interprète d'une autre. Pour le cœur, il parlait de sensibilité, pour la tête, le rationnel, et le portefeuille pour l'aspect financier. Alors, le cœur, la sensibilité, ben, moi, je vais plus loin, puisque, vous comprenez, si on avait utilisé l'ancienne formule donc de cœur à gauche généreux, c'est-à-dire que les gens qui avaient le cœur à droite étaient d'affreux égoïstes. Or, moi, j'ai du mal à croire que les gens qui sont ici, beaucoup ont le cœur à droite, certainement, ils sont d'affreux égoïstes. Donc, à partir de là, on renverse la vapeur. C'est-à-dire c'est la révolution copernicienne qui permet de réhabiliter la droite, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire, si on dit que d'avoir le cœur à gauche, c'est archaïque, le cœur à droite, c'est créatif. Donc, ce qui dans l'ancienne acception était négatif pour la droite, en réinterprétant comme ça devient positif. Et la droite, en étant créative, la créativité, pour moi, fait partie de la compétence. C'est un élément de la compétence. Parce qu'en fait, Pau, là, ça veut dire potentiel. Potentiel. C'est-à-dire cœur plus tête, et corps plus tête plus portefeuille égale le potentiel. Alors, la tête, alors quand on a le cœur à droite, donc on est créatif. Le cœur au centre, on est entre les deux, on n'est ni créatif ni archaïque, on est entre les deux, on essaie de se tenir au courant de ce qui se passe dans ce secteur. C'est un médecin qui se tient au courant des dernières thérapies, quoi, qui feuillette de temps en temps les revues médicales. Voilà. Alors, et donc là, le cœur à gauche, j'ai dit donc des archaïques. Alors après la tête à droite, c'est les gens qui sont aptes à commander, qui ont le sens de l'autorité. Or par exemple, dans les présidents de la République française depuis 1958, il y en a qu'un qui avait la tête un peu à droite, c'est De Gaulle. Sinon tous les autres avaient la tête au centre. Donc ce n'étaient pas des gens d'ordre. Ce qui peut expliquer des tas de choses, par exemple l'immigration incontrôlée et les déficits budgétaires. Parce qu'en fait, le déficit budgétaire et l'immigration incontrôlée ont la même cause. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité. Et j'ai trouvé que le test Lévineau permettait de matérialiser, vous voyez, schématiquement, ça fait un schéma qu'on peut mettre sur une page, tous les défauts de la classe politique actuelle. C'est ça que j'ai trouvé aussi génial, c'est un troisième coup de génie, quoi, du type. Alors, la tête à droite, donc c'est aptitude à commander. Alors, plus elle est à droite, plus on peut commander un échelon élevé. Alors, le général, il a la tête plus à droite que le colonel plus à droite que le commandant, et le commandant plus à droite que le capitaine, ou le sergent. Et tête au centre, c'est les gens disciplinés, donc qui sont aptes à des travaux d'exécution. Et la tête à gauche, ce sont ce que j'appelle les bordéliques, quoi. C'est-à-dire les gens à qui on ne peut pas faire confiance, quoi. Mais il y en a eu dans les ministres, hein, rassurez-vous. Comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors, ensuite, le portefeuille à droite, donc c'est les gens qui effectivement veulent gagner de l'argent. Mais c'est pas forcément négatif, parce que ça peut être aussi qu'ils ont des capacités commerciales, financières, économiques, hein, macroéconomiques, etc. C'est pas forcément négatif d'avoir le portefeuille à droite, hein. Dans un premier temps, parce que vous allez voir après que tout de même, s'il y a des cas où ça peut être tout de même ça peut poser un problème. Alors le portefeuille au centre, c'est des gens qui cherchent à avoir un revenu normal, moyen, autour du revenu médian, hein, qui est le revenu moyen, quoi. Et puis le portefeuille à gauche, bon, c'est des gens qui visent un petit revenu alors qu'ils sont paniers percés. Dans certains cas, ce sont les paniers percés, quoi. Il y en a eu aussi dans les gouvernements. Alors après, donc, non, je vais continuer là. Donc là, là j'avais mis tous les gens qui avaient le cœur à droite, mais je suis passé assez vite parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et vous voyez par exemple les créatifs, là par exemple vous aviez Hersant, donc à l'époque était le patron du Figaro. Donc il représente, si vous voulez, qui est l'archétype de tous les chefs d'entreprise, cadres supérieurs, etc. de l'économie. Tous les gens à fort potentiel, quoi. Donc il représente un peu tous ces gens-là. Alors, donc il est à la fois créatif,
capable de diriger et capable de gérer, quoi, de gérer, de comprendre la finance. Parce que la finance, il faut la comprendre tout de même, malgré tout. Et donc ça, c'est l'élite du pays. Mais alors, je vous le dis tout de suite, c'est sous une condition, c'est que cœur plus tête soit supérieur à portefeuille. C'est le signe, la supérieure. Parce que quand cœur plus tête, qui sont les composantes non financières, est inférieur à portefeuille, ce sont des prédateurs. Et quand c'est supérieur à portefeuille, ce sont des altruistes. C'est à ce niveau-là qu'intervient l'altruisme. Et non pas d'avoir le cœur à gauche. Donc je renouvelle complètement en fait, la vision de la vie politique française. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que mes bouquins n'ont pas été acceptés à certains endroits. Hein. Parce que ça leur faisait un peu trop mal, quoi. Bon, ensuite, donc, vous aviez la catégorie juste à côté, Le Pen. Alors dans le test, Le Pen, c'est le deuxième à droite, après, juste après Hersant. Mais c'est pas le plus à droite. Quand les journalistes disent extrême droite, c'est pas vraiment, c'est un terme qui est utilisé, bon, depuis 1945, bon, ou même avant. Mais en fait, non, c'est pas les gens les plus à droite sur l'échiquier politique. Parce que les Le Penistes ont le portefeuille au centre. Et ça, c'est l'archétype des militaires en général. Cœur à droite, créativité, ou des directeurs de recherche au CNRS. Créativité, capacité à organiser, et qui ne demandent pas qui n'ont pas de visée financière en fait. Les Le Penistes, bon, moi j'ai constaté hein, en les fréquentant que en général, ce sont tous des gens altruistes en fait. Mais leur problème vient à un autre moment. Mais là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Etc. On pourrait continuer. Il y avait Perfit, donc à l'époque, elle était ministre de Giscard, donc elle, aussi le cœur à droite, la tête au centre, portefeuille à droite. Alors il y a un problème chez Perfit, c'est qu'il a la tête au centre. Donc un ministre qui a la tête au centre, alors ça s'est manifesté quand il était ministre de la Justice de Giscard. Perfit voulait renvoyer les immigrés chez eux. Mais au lieu de prendre un décret en disant, bon voilà, les immigrés qui sont, mettons, en France depuis, postérieurement en 1975, par exemple, sont renvoyés chez eux, il leur a donné de l'argent pour partir. Voilà. Et ben ça, c'est typique de quelqu'un qui a le portefeuille à droite. C'est-à-dire, il n'a pas usé de l'argument d'autorité, mais de l'argent, enfin financier. Ça, c'est typique des gens comme Perfit. Alors là-dedans, il y a Balladur, il y a Sarkozy et des gens comme ça. Et puis ces ministres, Guéant, Hortefeux et des gens comme ça, quoi, qui sont là, quoi. Ensuite, vous avez Bijard. Alors Bijard, qui a le cœur à droite, la tête à droite, portefeuille à gauche. Alors là, c'est la catégorie des naïfs. Des tempérament et naïveté. Alors là, Bijard, bon, c'est le gars qui est le colonel qui va dépenser la moitié de sa paye à prendre un pot avec ses soldats, quoi. C'est le père du régiment, quoi, qui va le soir, après le baroud, dans les Aurès, il va faire un bon pot avec ses subordonnés, quoi, en allant même jusqu'au sergent éventuellement, quoi. Voilà. Après, vous avez Chirac, etc. Alors là, on arrive dans les gens, évidemment. Là, Chirac, vous avez Chirac, évidemment, ça vous intéresse. Chirac, cœur à droite, tête au centre, portefeuille au centre. Alors déjà, c'est dans la compétence, dans le total, ça devient beaucoup plus bas. Par rapport à ceux d'avant, ceux-là, là, Chirac, je lui ai mis 14, alors que, bon, par exemple, Hersant pouvait être à 30 ou 40 dans le test. Parce que ça va de 40 à droite à 40 à gauche. Alors, les politiques, de toute façon, sont très loin des grands cadres du privé. Hein. Les PDG du CAC 40 ou des SB 120, dans le test Levino, ils sont à 35, 40, 45. Et les politiques, ça culmine à 19. Moi, je n'ai pas trouvé à plus de 19. Donc, ils sont très, très en dessous des grands cadres du privé et des grands patrons, quoi. Contrairement à ce que les gens pensent. Quand on dit Macron est au service des banques, mais c'est vraiment un petit larbin, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, bon, les autres sont moins intéressants. S'il y a Léotard qui a tout de même été ministre de la Défense, qui a certes le cœur à droite et le portefeuille à droite, ça, les affaires de Fréjus l'ont démontré, mais il a la tête à gauche. C'est un bordélique, c'est-à-dire, Balladur avait mis un bordélique ministre de la Défense. Et ça, le test existait déjà quand il était ministre. Effectivement, chaque fois que
chaque fois que Léotard était en désaccord avec, avec Balladur, il envoyait un article au Monde, au journal Le Monde, pour se plaindre de Balladur. C'est-à-dire, au lieu de laver son linge sale en famille, il écrivait aux journaux de gauche pour dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec Balladur. Balladur apprenait ça le lendemain matin en lisant son journal. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Voilà, alors après, il y a Defers, si, bon, c'est intérêt de faire, parce que ça, c'est l'archétype des comiques. Defers est un comique, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu à la télé, moi en 1962, j'avais 13 ans, je me suis dit, mais celui-là, c'est qui tout de même? Franchement, je trouvais, il arrivait à peine à articuler 2 mots. Je me suis dit, comment il a pu être ministre, ce gars-là? Il arrive à peine à bredouiller 2 mots devant une caméra. Je me suis dit, c'est pas possible. Et effectivement, bon, c'est un comique, quoi. Bah, au ministère, on en a eu un grand comique, c'était Charras. Vous savez que c'est bretelles. L'homme aux bretelles, bah, c'était catégorie de fer. C'était ça, qui faisait résonner ses bretelles là au bureau, quoi. Bon, alors là, ils sont dans, la note est très très basse hein, pour cela. Hein, je veux dire, c'est vraiment la note. Oui. Après, oui. Alors Delors, oui, j'ai mis Delors aussi. Bah oui, Delors, oui. Alors Delors, Jacques Delors, donc qui est loué par tous les médias. Et ben, il a le cœur à droite, figurez-vous, parce que justement, c'est là que le test est intéressant aussi, parce qu'il y a des gens de gauche qui ont des composantes de droite, et il y a des gens de droite qui ont des composantes de gauche. Donc, si bien que les gens, ils se disent la gauche, la droite, ça n'a plus aucune importance, puisque il y a des gens de gauche qui ont des comportements de droite, et puis des gens de droite qui ont des comportements de gauche. Alors, comment s'y retrouver? Et grâce à Maître Lévineau, moi je m'y retrouve. Bon, alors je ne sais pas si vous arriverez à le maîtriser le test comme je le maîtrise, mais moi je les attends tous au tournant. Hein. Je pourrais presque tous écrire leur discours à tous, hein, pratiquement. Donc alors Delors, cœur à droite, tête à gauche, portefeuille à gauche. Alors Delors, c'est simple, donc créatif. Alors il trompe son monde parce que sur l'Europe, effectivement, il avait des idées. Tête à gauche, donc bordélique, et portefeuille à gauche, donc panier percé. Alors, oui, il avait des idées. Oui, c'est ça qui trompe son monde. S'il les avait, c'était ses idées à lui. Et c'est ça qui trompe son monde, en fait. Mais en fait, avant d'être ministre, Delors a été président de l'université Dauphine, de gestion Dauphine à Paris, que vous devez connaître sans doute. Et il a laissé un trou phénoménal quand il est reparti. Bah, ça correspond bien au test Lévineau. Tête à gauche, portefeuille à gauche, bordélique et panier percé. Ça avance pas. Alors là, j'ai mis tous ceux qui avaient la tête à droite, donc ils sont intéressants pour la droite, parce que il y a 9 archétypes qui sont des gens d'ordre. Alors il y a toujours Hersan, Le Pen. Alors il faut rajouter Poniatowski, qui a été ministre de l'Intérieur de Giscard. Alors c'est vrai que quand Poniatowski a été ministre de Giscard, ça bardait plutôt. Hein. Moi je me souviens quand je suis arrivé à Paris pour mon stage dans l'administration, je prenais le train à Montparnasse. Il y avait, dans la gare, il y avait 12 immigrés, là, les mains en l'air contre le mur, fouillés par les CRS. J'ai jamais revu ça depuis, quoi. Hein. Voilà. Alors après Bijard, Toubon, bah oui, là il y a la case Toubon, Juppé, Copé. Alors il ne faut pas faire d'erreur sur ces gens-là parce que Juppé, il a la tête à droite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire, évidemment, il prend des positions pro-immigration, mais c'est parce qu'il a le cœur au centre et la tête au centre. Surtout la cœur au centre. Les gens, en général, qui ont un cœur au centre, sont plutôt pro-immigration, en fait. Enfin, sauf Pognac, qui a tout de même été, parce qu'il adresse la droite, si vous voulez. C'est pour ça que lui, il a vraiment combattu. Mais alors, Juppé, par exemple, vous prenez Juppé, certes, il ne se bat pas contre l'immigration, mais je vous garantis que si vous montez les marches de l'hôtel de ville de Bordeaux avec lui et que vous laissez un mégot de cigarette sur les marches de l'hôtel de ville, il va vous passer un savon. Parce que c'est tout là la pète sec. Hein. Si vous donc, êtes blanc. comment? Vous êtes noir, non. Donc, il a... Donc, Juppé... Donc, et ça, le symbole de ces gens-là, c'est fougue et maladresse. Alors vous remarquerez que Juppé ou Toubon ont souvent commis des maladresses. Rappelez-vous Toubon, quand il était au Tibet, là il y a une histoire, là au Tibet, il a fait des trucs, les pires maladresses, quoi. Il a enchaîné les maladresses. Donc là, je trouve le test Lévineau est super sur ce cas-là aussi, parce qu'il est décrit vraiment, c'est super, quoi. C'est absolument génial.
Alors il y a aussi, bon, on peut dire Debré, alors c'était Michel Debré, le ministre de Gaulle, enfin l'ancien Premier ministre de Gaulle. Cœur à gauche, c'est à droite, portefeuille à droite. Alors, Debré, c'est un archaïque finalement, ce qui pourrait surprendre, mais c'est un homme d'autorité en fait. Hein. C'est un homme d'autorité et portefeuille à droite, mais du coup, c'est tout de même un prédateur parce que c'est les gens disons, de cet archétype, si vous voulez, ils ont encore plus tête en général inférieure à portefeuille, donc ce sont presque toujours des prédateurs. Et alors, Debré, il y a son fils, par exemple, Jean-Louis, qui est sur le même modèle pour moi. Alors que le chirurgien, Bernard, est plutôt dans la tendance perfide qu'on a vu tout à l'heure, à mon avis, ou même Hersan. Donc, c'est pas du tout le même type de bonhomme. Voilà. Et là, donc, là, il y a tous les libéraux, là. Là, c'est tous les gens qui ont le portefeuille à droite. Alors, il y a seulement 9 archétypes sur 27. Alors, vous avez toujours Hersan. Vous avez Poniatowski, Perfit, donc c'est les gaullistes libéraux. Ça, c'est la droite de l'UDF. Donc ça, c'est les patrons évidemment, les grands cadres supérieurs et dirigeants. Là, vous avez la droite de l'UDF. Là, vous avez les gaullistes libéraux. Là, Debré, celui que je vous ai déjà dit, là, Michel Debré. Léotard. Mais ça, c'est les anarcho-capitalistes, ce qu'on peut appeler les anarcho-capitalistes, c'est-à-dire les gens... Les libéraux bordéliques, c'est-à-dire refus systématique de l'État. Même si l'intervention de l'État est justifiée, ils la refuseront. Donc ça, c'est encore un cas particulier. Giscard, ah oui, alors là, Giscard, évidemment, celui-là, je me le réserve. Parce que, si vous voulez, en fait, pourquoi le test m'intéressait, c'est à cause de Giscard au départ. Hormis mon chef, évidemment, qui était dans la case Hersan, qui m'a converti à la droite. Parce que c'est là que j'ai compris, quand le test est paru, j'étais centriste. Et finalement, donc je pensais que tous les gens de droite étaient des salauds, pour tout vous dire. Moi, c'est enregistré, mais bon, voilà, je le dis tout de même. Voilà. Et quand j'ai vu que mon chef était dans cette case-là, je me suis dit, zut, tout de même, c'est le meilleur que j'ai jamais eu, tout de même, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là aussi, ça a contribué à complètement revoir ma vision du monde. Et j'ai complètement réétalonné ma vision du monde à partir de là également. Donc il y a eu plusieurs paramètres qui sont intervenus qui ont réétalonné ma vision du monde. Alors Giscard, c'est simple parce que quand je suis rentré dans l'administration, donc Giscard a la tête au centre, mon portefeuille à droite, mais alors très très à droite. Hein, je vais vous dire que lui, quand il a été nommé président de la commission pour la réforme de la Constitution européenne en 2004, je crois avant le grand référendum là, sur l'Europe, la première chose qu'il a faite, c'est de demander la même rémunération que le président de la Commission européenne. C'est le premier geste qu'il a fait, hein, le premier coup de téléphone qu'il a passé. Hein. C'est vous dire, le bonhomme, quoi. Donc Giscard est un grand prédateur, quoi, puisqu'il a cœur au centre, tête au centre et portefeuille à droite. Donc cœur puisse être très inférieur à portefeuille, donc c'est un grand prédateur. Donc cœur au centre. Alors, cœur au centre, donc, quand je suis rentré dans l'administration, j'ai l'impression sous Giscard que moi j'étais en province, on ne recevait pas d'ordre, quoi. J'avais l'impression que ça, excusez-moi, j'ai employé une expression un peu familière, que ça branlait dans le manche, quoi. Il y avait un problème, je ne comprenais pas. Je me disais, un type aussi brillant, Polytechnique, ENA, etc., comment se fait-il qu'on ne soit pas commandé, qu'on n'ait pas de directives plus fermes, etc. Ça changeait tous les mois, tous les 15 jours, on ne savait pas où on allait, c'était un truc invraisemblable, quoi. Et quand le test est paru, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Voilà, tête au centre. Donc, c'est un type discipliné, certes, c'est quelqu'un de discipliné, mais pas capable de mettre de l'ordre quelque part, quoi. Pas capable de sens de l'autorité. Et d'ailleurs, en 1944, il s'est engagé dans les forces françaises libres. Il a été chef de char dans la première armée de Lattre. Mais il n'a pas dépassé le grade de caporal-chef. Donc, ce qui correspond exactement à sa compétence. À sa note de cœur, de tête. Il n'aurait pas pu aller plus loin. Et puis Rocard, donc cœur à gauche, c'est au centre, portefeuille à droite. Alors là, donc c'est encore plus à gauche, bien qu'il ait le portefeuille à droite. Donc c'est un grand prédateur. Et donc, pourquoi je vous parle de Rocard, c'est parce que Macron, je le mets entre les deux, là. Je le mets entre Giscard et Rocard. Parce que Giscard, comme Renzi en Italie, le Premier ministre italien, alors parce que Giscard, cœur au centre, tête au centre, portefeuille à droite, Rocard, cœur à gauche, tête au centre, portefeuille à droite,
Et Macron a le cœur au centre-gauche. Donc il est entre les deux. Et donc la devise, enfin, Lévineau a mis une formule pour chaque archétype. Hein. Si vous achetez mon bouquin, vous verrez, parce que je ne peux pas tout vous dire. Alors pour Giscard, c'est fatuité et désarroi. Fatuité, ah oui. Et pour Rocard, c'est espoir et déception. Alors vous remarquerez, j'ai entendu un reportage sur Mayotte il n'y a pas longtemps. Un ancien préfet de Mayotte qui retournait là-bas, il a dit, ah oui, les gens sont dans le désarroi le plus complet à Mayotte. Ah bah, je me suis dit, bah oui, ça conforte la notation de Macron. Effectivement, il est tantôt c'est la déception, tantôt c'est le désarroi. Un coup c'est la déception des gens, un coup le désarroi. Je parle de ceux qui ont voté pour lui, hein, essentiellement. Parce que il y en a d'autres qui le connaissaient et qui, bon, soit ont voté pour quelqu'un d'autre ou n'ont pas voté. Et puis il y a des gens qui n'ont rien à droite. Il y en a un certain nombre qui n'ont rien à droite. Alors il y a Barre qui a tout au centre. Oui, un vrai centriste, mais rassurez-vous, il y a, à mon avis, il y a plus de 50% des Français qui sont barristes, hein, qui sont centristes. Hein, ensuite, vous avez Bérégovoy, qui est au centre portefeuille à gauche. Chevènement, bon, Fabius, Mauroy. Après, Juquin, c'était un communiste réformateur. Et puis, Marchais, bon, ben, c'est stalinien, quoi. C'est Staline est là, quoi. Les staliniens, les Marchais, ils sont disciplinés. Ils ont le cœur à gauche et un portefeuille à gauche, mais ils sont disciplinés, ils ont la tête au centre. Et les Allemands se sont aperçus entre 41 et 45, parce que dans les camps de concentration, comme il manquait de gens pour garder les camps de concentration, parce que les Allemands, les Waffen-SS, ils les envoyaient sur le front de l'Est, donc ils les remplaçaient par des communistes, par des détenus communistes. Ils fonctionnaient pratiquement qu'avec des communistes, parce qu'ils savaient que c'était des gens disciplinés, qui allaient obéir aux ordres. Hein, c'est comme ça que Marcel Paul, donc, qui est devenu ministre communiste après la guerre, a sauvé Marcel Dassault, parce qu'il s'occupait des cuisines. Marcel Paul s'occupait des cuisines, et puis des affectations dans les commandos. Parce que j'étais moniteur, moi, en fac à Rennes, donc en 72, 73, quand j'étais en DES. Et le responsable de la DOC était un ancien déporté de Buchenwald. Et il m'a expliqué, quand on est sorti de Buchenwald, moi et mon père, on pesait 38 kilos. Hein, et Marcel Paul, il était gras comme un cochon. Je emploie exactement ces termes. Marcel Paul était gras comme un cochon. Voilà, et ça a été confirmé par d'autres récits que j'ai eus par ailleurs. Et Didier, tu connais la question aussi. Voilà, donc voilà en gros le test Lévineau. Alors, ça c'est la... Et avec mon interprétation. Donc vous voyez, pour être à l'efficacité, ah oui, alors après on va mettre les notes, voilà. Voilà. Alors, ça commence là. Alors là, je me suis amusé. Alors, donc, comme je vous ai dit, on peut attribuer une note de cœur, une note de tête, une note de portefeuille. Et je me suis amusé au fil du temps à étalonner les notes. Alors, les notes concernent les 7-8% de la population, hein, les plus performants. Hein. Je ne me suis pas intéressé aux notes en dessous, quoi. C'est les notes des gens qui commencent à apparaître dans le Gotha, quoi. Enfin, dans le bottin, si vous voulez, des gens un peu compétents, quoi. Et là, j'ai mis première note, donc c'est... alors j'ai mis à 11, alors faut déjà, j'ai à côté adossé un QI de 121, donc déjà c'est les 8% les plus intelligents, hein, déjà. Et là, donc, j'avais mis Obama. Obama, c'est un giscardien au petit pied, quoi, en fait. Là, je ne l'ai pas mis là, mais bon, voilà, Wauquiez doit être à peu près dans ces eaux-là aussi. Le patron de LR, quoi. Donc, j'ai mis à l'aise. À l'aise. Ensuite, à 12, j'ai mis c'est lire, écrire, compter. C'est-à-dire, une fois j'étais à un marché public de l'armée, j'ai un capitaine à côté de moi, il m'a montré ces 3 barrettes, lire, écrire, compter. Voilà, c'était exactement ça. Mais attention, lire, c'est lire entre les lignes. Hein. C'est pas annonner, lire un texte, annonner. Non, c'est lire entre les lignes. C'est-à-dire, dans l'administration, on apprend à lire entre les lignes.
ce que je disais la dernière fois à la présentation devant l'ALS, quand on reçoit des directives dans l'administration, des circulaires, etc., il faut savoir lire entre les lignes. Parce que ce qui est écrit par l'énarque de service n'est pas forcément compréhensible par le commun des mortels. Donc il y a un chef qui a au moins 12 de potentiel dans le Lévino, qui est là pour traduire, remâcher ça pour les subordonnés, pour qu'ils comprennent qui doit vraiment aller contrôler, vous voyez, ou, etc. Puis comment ils doivent les contrôler, etc. Ça n'apparaît pas forcément dans les propos de l'énarque de service. Donc il faut vraiment, là, déjà on arrive dans les 7% les plus intelligents. Là. Après, dans 13, j'ai mis c'est parler. Alors c'est très intéressant parce que tous les leaders de l'UMP, donc maintenant c'est devenu LR, sont presque tous agglutinés à 13 là. Vous prenez Fillon, Copé, Juppé, NKM, Villepin, Barouin, etc. Je les mets tous à 13 là. Ils sont tous là quoi. Et puis il y en a d'autres quoi. Le député moyen de l'UMP il est là, il est à 13. Après, j'ai mis 14, j'ai mis ponctuel. Je sais pas pourquoi l'idée m'est venue, parce que je trouvais qu'ils étaient un peu mieux. J'ai mis Chirac à 14. Après, 15, alors... Oui, je suis indulgent pour Chirac, bon, c'est peut-être sa grande taille, je sais pas. Bon, ensuite, 15, alors, travail de lui-même. Alors, en dessous de 15, c'est des gens qui sont dans la réaction. Alors, j'invente une nouvelle définition de l'action et de la réaction. C'est là, ceux qui sont dans la réaction, c'est vraiment pas des avions à réaction, puisque c'est des gens qui réagissent aux événements. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens qui créent les événements, ce sont les gens qui réagissent à l'événement. C'est-à-dire, ils sont toujours en retard d'un cran, d'un temps sur l'événement. C'est embêtant tout de même dans certains cas. Quand on est chef de l'État, quand on est Premier ministre, Président de la République, ministre de la Défense, ou etc., c'est grave, quoi. Ça peut devenir très grave même. Ça peut devenir très grave. En cas de guerre, c'est désastreux, quoi. C'est vraiment désastreux. C'est terrible, quoi. Moi, je le dis, j'ai un peu des trémolos dans la voix, parce que quand on connaît la Deuxième Guerre mondiale, bon. Alors, 15, là, j'avais mis Sarkozy. Alors, Sarkozy, travail de lui-même. Remarquez que quand Sarkozy a été président de la République, il bougeait tout le temps. Sarkozy par-ci, Sarkozy par-là, et là, voilà. Donc ça, et d'ailleurs, je suis à l'origine, je crois, de l'expression pour Sarkozy. Quand je connaissais le délégué UMP du ministère, j'avais dit le lapin du Racel. Vous savez, qui tape sur son tambour, qui dure plus longtemps que les autres. Voilà, c'est lapin du Racel, quoi. Mais travaille de lui-même, mais n'est pas efficace. Alors le problème, c'est qu'il n'est pas efficace. Il n'est encore pas dans l'efficacité. C'est pour ça qu'il a fait 900 textes de loi. Pendant 5 ans, il a fait tout de même 900 textes de loi. Mais si vous vous rappelez un texte qu'il a fait, enfin, à part le travailler plus pour gagner plus, si vous vous rappelez les 899 autres, vous me faites signe. Hein. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais il a bossé, quoi. Hein. Ça, c'est sûr qu'il a travaillé, quoi. Alors à 16, ensuite, j'ai mis efficace. Alors là, on rentre dans les gens un peu plus sérieux. Alors là, j'avais mis Hortefeux, tout de même, le ministre de l'Intérieur de... Même Giscard, mais Giscard efficace, mais au niveau financier uniquement, hein, pas pour le reste. Hein. Enfin, etc. Guéant, etc., des gens comme ça. À 17, j'ai mis Briand efficace. Alors là, on trouve Le Pen, De Gaulle, j'avais mis des gens comme ça, Estrosi. Mais alors, Le Pen et De Gaulle n'ont pas du tout le même... la même configuration. De Gaulle est surtout un homme de créativité, visionnaire. J'y mets le cœur très très à droite, qui voyait tout de même loin, même si on n'est pas d'accord avec lui hein, sur ce qu'il a fait par ailleurs. Mais on ne peut pas lui enlever ce qu'il avait, c'est-à-dire une vision. Alors par contre, la tête, je lui mets que 4 de tête, donc c'est vraiment le sergent, quoi, le général sergent. Et le portefeuille à 3, donc qui ne comprenait rien à l'économie. Mais ça, je m'en suis aperçu très vite. Même avant de faire d'économie, je me suis aperçu, avant de faire une maîtrise de sciences économiques, qu'il était pas bon en économie. Alors donc, bon, peut-être que j'avais un 6e sens. Alors ensuite, à partir de là, on arrive dans les gens dans l'initiative. Mais là, on n'est plus dans les 3%, les 3% les plus dynamiques de la population. Là, alors là, j'ai mis Balladur tout de même. Et après 19, peut-être Marine Le Pen aussi, là. Oh. Ouais, mais bon, j'avais mis à 19, j'ai rétrogradé à 18, hein, parce que là,
je trouve que, bon, je vais peut-être regarder plus par la suite. Mais je prends mon temps, je ne veux pas non plus, je ne veux pas assassiner les gens. Hein, ça peut se discuter, hein, c'est un repère, quoi. Mais bon, je pense qu'elle a pris des positions récemment qui n'étaient pas dignes d'avoir la note 19. Alors à 19, là, c'est les meilleures notes que je mets. Alors je mets là-dedans Thierry Mariani et Robert Ménard. Ah oui, ça c'est oui. Robert Ménard, qui est pas mal, mais qui lui, je lui mets surtout le cœur et le portefeuille à droite. Et la tête, je lui mets à 5, donc c'est relativement à droite. Mais parce que Ménard, il a un défaut, c'est que quand il est interrogé, par exemple, il dit oui, à Béziers, il y a des classes où il y a 80% de musulmans, ou 90% de musulmans. Alors après, les journalistes, bon évidemment, il va sur les médias classiques, donc les journalistes se disent, bah oui, mais monsieur Ménard, ne craignez-vous pas d'être raciste en disant ça? Alors il dit, ah non, non, pas du tout, je ne suis pas raciste, je fais ça, c'est pour leur bien, parce que il faut qu'on s'en occupe mieux. Il ne dira jamais qu'il y en a trop, il dit, non, il faut qu'on s'en occupe mieux, quoi. Si, il va parler du grand remplacement, mais en privé, il n'en parlera pas quand il va dans les médias mainstream. Et ça, c'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse. Alors à 20, il n'y a personne. Si, je mets Trump à 20. Alors Poutine, je le mets à 19 aussi. Oui. Comme Franco, enfin, je mets la même note à Poutine et à Franco. Oui. Franco est mort dans son lit. Contrairement à Hitler, que je mets à 16, donc qui n'est pas mort dans son lit, et Mussolini à 17, qui n'est pas mort dans son lit non plus. Donc en temps de guerre, je parle. Hein. Il faut... C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être efficace, pour réussir, surtout dans des temps compliqués, il faut être très à droite ou alors aller se coucher, quoi. Sinon, ça termine avec une balle dans la bouche ou un croc de boucher ou un truc comme ça, quoi. En temps de guerre, je parle. Hein. Là, on rigole plus tellement, quoi, finalement, dans ces cas-là. Et après, 21, j'ai trouvé personne. 22, personne. Après, là... Alors, 23, là, c'est des très très rapides. Alors là, on arrive des QI 133, 134. Alors là, on est dans les 1,5% les plus intelligents. Les hommes politiques, il n'y en a pas. Alors là, comment? Les hommes politiques, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a eu un dans l'histoire que j'ai repéré, c'était Alain Perfit. Attention, qui a eu son bac à 15 ans tout de même. Hein. Oui, rentre à Normal Sup à 20 ans. Qui a été ministre de la Recherche de Gaulle, qui est celui qui a trouvé tout de même l'homme qui a fait la bombe H. C'est-à-dire, De Gaulle ne trouvait personne, c'est raconté dans le Mal français. De Gaulle ne trouvait personne, même dans les hauts fonctionnaires, enfin les polytechniciens, tout ça, il ne trouvait personne pour fabriquer la bombe H. Et c'est Perfit qui l'a trouvé. Hein. Au bout de quelques semaines de recherche, il a trouvé un X-Pont qui a constitué une équipe, et ils ont fait la bombe H en 18 mois. Ce qu'aucun grand pays pensait qu'on pouvait faire. Donc lui, Perfit, et on peut dire qu'il est à l'origine, enfin il a permis que la France accède à la bombe H. Pas sur volonté de Gaulle tout de même. Mais sans lui, je pense qu'on l'aurait eu peut-être mais beaucoup plus tard. Donc c'est là que vous voyez qu'il y a une problématique qui se met en place. C'est-à-dire que quand on veut avoir des résultats rapides, efficaces et pour la grandeur du pays, etc., il faut être un potentiel assez élevé. Et j'ai mis, si vous voulez, en face, j'ai mis à 22 le sans faute politique. Et sans faute politique, il faut être très rapide et abandonner la langue de bois. C'est-à-dire pas de langue de bois. Dire la vérité, toujours la vérité, comme j'essaie de vous le faire ici. Il faut toujours dire la vérité, parce que même si pendant un certain temps vous êtes un peu mis de côté, à un moment donné, je pense que ça finit par ressortir, quoi, que vous finissez par ressortir de l'anonymat. C'est un peu le message qu'a transmis Steve Bannon au congrès du FN récemment. On leur a dit, n'ayez pas peur de ceci, cela, je ne dis pas les termes, mais enfin bon, parce que Trump est à 20, donc déjà, c'est tout de même au-dessus de Jean-Marie Le Pen. Donc, Trump est au-dessus de Jean-Marie Le Pen et de Marine. C'est ce qu'il faut voir. Hein. Il a le portefeuille un peu à droite, donc c'est un ressentiste. C'est mon livre qui est paru en 2014, annonçait Trump en fait. C'est-à-dire, je ne connaissais pas Trump, mais Trump est dans la catégorie de gens dont je pensais qu'il sauverait la France. Alors, il y en a déjà un qui est arrivé aux États-Unis, il n'est pas exactement là où je voudrais, puisqu'il est à 20. À 20, il jouerait à 22, donc sans faute politique.
parce qu'il fait tout de même quelques bêtises, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce qu'on dit les médias, mais enfin bon, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a tout de même quelques histoires dans l'histoire de Trump. Je ne vais pas raconter d'histoires, enfin bon, vous lisez les journaux et vous verrez. Alors 24 est hyper rapide, donc alors là vous avez les grands généraux de l'histoire qui sont là à 24, 25, 26 là. Vous avez par exemple côté allié, vous avez Patton. Non, je prends les récents. Patton côté américain, Delatte côté français et du côté allemand, donc les fameux Guderian, Rommel et Weinstein, voilà. Et Leclerc, vous le mettez où? Un peu en dessous, je le mets tout de même à 22, 23 au moins tout de même. Oui, parce que, oui, parce que tout de même, bon, puis bon, sa disparition pose encore problème tout de même, non? Ben oui, enfin bon. Là aussi, mais bon, quand on voit le parcours de la deuxième DB, je pense que Leclerc, bon, méritait 22, quoi. Mais je le mets en dessous de Delattre, hein, franchement. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Et Lyotet, Lyotet, j'arrive pas à le noter, c'est trop ancien. Si je pourrais, je n'ai pas essayé. Mais Napoléon, par exemple, je le mets qu'à 21, parce que Napoléon, par exemple, quelqu'un m'a posé la question, Napoléon, je lui mets 21 au niveau politique, mais je lui mets une note plus importante au niveau militaire. Oui. C'est-à-dire que ça a été, ça a vraiment été étudié par des historiens. Parce que, pourquoi je mets que 21 à Napoléon? Parce que je pense qu'il a fait des fautes politiques. En particulier l'attaque de la Russie en 1812, qui pour moi était une faute politique. Il s'est créé une situation d'infériorité numérique. En attaquant la Russie, il s'est retrouvé dans une possibilité d'infériorité numérique et de faire la guerre sur deux fronts. Il la faisait en Espagne contre l'Angleterre et en Russie de l'autre côté. Donc un jour ou l'autre, toute personne qui fait la guerre sur deux fronts finit par être battue. Et l'Espagne? Oui, voilà. Bon, alors, vous voyez, alors moi j'ai mis jusqu'à 29, mais ça va jusqu'à 40. Plus loin, par exemple, j'ai mis à 35 le sans faute scientifique, 36 sans faute technique, etc. C'est pour les très grands scientifiques. Bon, comme il y en a eu dans le passé, quoi. Mais bon, déjà pour la politique, si on arrivait déjà, alors j'ai mis 28 sans faute tactique, 29 sans faute stratégique. Mais déjà, la politique arrive à 24-25, c'est déjà pas mal, parce que vu la situation actuelle, qui sont plutôt à 13 ou 14 ou 15, vous voyez, ils sont vraiment très en dessous. Alors ça, c'est pour l'État efficace. Vous voyez, si les gens qui sont en place, ils sont 10 points en dessous dans le test de ce qui devrait être, quoi, de ce qu'il faudrait. Moi, on aurait 20, 25 personnes, vous voyez, 24, 25, 26, 27 par là. Bon, la France, elle repart comme un boulet de canon, quoi, je vous le dis tout de suite. Moi j'ai un collègue que j'ai noté, là, qui est inspecteur des finances, qui a 26, je crois, dans le test, qui était sous-directeur des douanes. Il y a des interviews de lui encore sur Internet, il s'appelle Henri Havard, je ne sais pas si elle est encore cette interview, mais vous écoutez une interview de lui de 10 minutes et vous verrez ce qu'il a dans le coffre. Hein. Un type qui a 26 dans le test Sévino. Alors je ne vous dis pas, la ministre de l'Intérieur, je vous dis que ça irait. Alors là, ça va le sort, hein. Je vous dis pas, hein, mais ça serait quelque chose d'extraordinaire, quoi, etc. Bon, voilà. Mais bon, pour le moment, vous voyez, je suis en phase exploratoire, parce que là, ce que je vous dis, c'est peu de gens l'ont dit, quoi. Je suis un des premiers à le dire. Alors, est-ce que ça fera école? J'en sais rien. Donc ça, c'est la partie efficace, donc telle que je la conçois par le test Sévino. Alors ensuite, donc là, non, on va laisser oui, tout de même. Oui, alors après. Je crois que c'est une page avant. Ça doit être quelque part. Ouais, voilà. Alors après, ça c'est en transversal. Alors là, c'est les niveaux, donc je vous ai donné le niveau de notes, enfin, vous voyez, de compétences qu'il faudrait pour faire repartir la France, quoi, vraiment sur les chapeaux de roue, quoi. Parce que je pense que là, parce que vous savez tous que quand vous avez un programme à appliquer, il faut le faire dans les 100 premiers jours. Hein. Oui. Vous n'avez que 100 jours d'état de grâce. Donc il faut que tout soit sur les rails et que au bout de... Alors quand vous êtes au mois de mai, vous neutralisez le mois d'août tout de même, donc ça vous fait un mois de plus. Mais là, Macron, il va avoir les pires difficultés pour faire ce qu'il veut faire. Hein. Là, il est déjà depuis plus d'un an. Je pense qu'il va vers la catastrophe, hein, comme Renzi en Italie. Bon, ça, bon, on verra, l'histoire le dira. Alors ensuite, donc il y a le transversal. Alors là, je vous ai mis le horizontal, donc les notes comme ça, en gradation. Et là, en horizontal, donc, je vous ai dit, il y a les altruistes, il y a les normaux et les prédateurs. Les normaux, c'est cœur plus tête égale portefeuille.
Bon, c'est le type qui gage ses finances, ses revenus financiers sur sa compétence de créativité et d'organisation. Parce que la créativité, il y a plusieurs sortes de créativité. D'ailleurs, les experts parlent parfois de créativité de rupture. Mais il n'y a pas que donc s'ils parlent de créativité de rupture, c'est qu'il y a une autre sorte de créativité qui est la créativité normale. C'est-à-dire, vous avez une maladie, une affection, vous allez voir un chef de service dans un hôpital. Alors, si le problème est complexe, vous savez que parfois, avec les mêmes symptômes, un symptôme près, vous pouvez avoir plusieurs maladies différentes. Donc, il faut un type au moins à 25 dans le Lévino. Donc, pour déjà vous se dépatouiller, ça veut dire que les 3/4 des médecins sont à moins de 25, donc je ne vous conseille pas trop d'aller les voir. Mais ça, c'est un peu... Il faudrait généraliser cette notation aux médecins pour que les gens se fassent une idée. Voilà, donc, je disais... Donc, la créativité, c'est ce chef de service qui va inventer la solution pour vous soigner. Parmi un panel de solutions possibles en fonction de votre symptôme. C'est la créativité de tous les jours. Ou un cadre supérieur d'une entreprise, par exemple pour développer un cadre commercial, pour développer le chiffre d'affaires de son entreprise, il va inventer un programme marketing, etc., de diffusion des produits, quel média il faut utiliser, etc., pour vendre au mieux les produits. Donc c'est tout ce qui est créativité. Et l'organisation, alors la tête à droite, ce qu'il faut voir aussi, ça a une autre signification, c'est que quand vous êtes à un niveau de responsabilité très important, vous devez filtrer les informations. C'est-à-dire une personne, mettons un général ou un directeur d'entreprise, il a les multiples informations qui lui arrivent de ses subordonnés, et il doit pouvoir être interface de tous ses subordonnés. Donc, ça, mais c'est une composante non financière. C'est-à-dire que il le fait... Voilà, il le fait, donc... il peut, s'il a le portefeuille au centre, il va le faire gratuitement, quoi, hein. La composante financière, c'est vraiment le portefeuille. Alors, pour arriver à la justice, si vous voulez, alors il y a plusieurs sortes de justice. Alors je vais vous parler de justice. Alors il y a trois notions de justice que je connais, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a la justice, parce que c'est là on sort de la compétence, on arrive dans l'efficacité, on arrive dans la justice. Vous avez la justice distributive, la justice commutative et la justice redistributive. Alors, la justice commutative, c'est la justice dans l'échange des marchandises et des biens et services. C'est-à-dire elle est assurée en général par le marché. C'est-à-dire, on suppose que quand vous achetez quelque chose à un prix indiqué, c'est que vous êtes d'accord avec le prix. Donc, on considère que la justice commutative est remplie. Ensuite, vous avez la justice distributive. Ça concerne les salaires dans les entreprises. C'est-à-dire la justice distributive est considérée comme remplie quand le patron et l'ouvrier, l'employé sont d'accord sur les termes du contrat de salaire financier et les conditions de travail. Et il y a une justice redistributive qui est plus compliquée. C'est une notion intermédiaire entre... Alors pour moi, la justice distributive et redistributive, c'est pas la justice chrétienne. C'est une autre justice, c'est une justice laïque en quelque sorte. C'est une justice profane, disons profane. C'est-à-dire, pour moi, dans les vertus cardinales, c'est la tempérance. C'est-à-dire le marché contraint le commerçant à être tempérant. C'est-à-dire par la concurrence, quelqu'un qui voudrait vous vendre un produit à 100, mais que le vrai prix est plutôt 90, s'il a un concurrent qui s'installe à côté qui vend à 90, s'il veut vendre, il est obligé de suivre. Donc c'est en cela que le marché, tout de même pour un chrétien, est acceptable, parce qu'il conduit à la tempérance des acteurs du marché. Et, par contre, la justice redistributive, c'est plus compliqué. Pour moi, c'est une notion intermédiaire entre ces deux justices-là, commutative et distributive, qui sont égales à la tempérance.
c'est une notion qui est entre donc, la tempérance et la charité. Parce que dans la gradation des vertus, alors là, j'ai dû oublier de la mettre, mais c'est. Bon, je crois que j'ai oublié. Donc vous avez les 4 vertus cardinales, vous avez la tempérance. Non, je ne crois pas qu'elle y est. Oui, voilà, oui, c'est là, voilà. Oui. Alors, je n'ai pas mis les premières, oui, voilà, vous avez le courage, c'est ça, voilà, tempérance. Après, vous avez le discernement. Alors, le discernement, alors je considère, alors j'ai fait un rapprochement entre les vertus chrétiennes, enfin, cardinales, les vertus cardinales peuvent être. C'est-à-dire un agnostique peut avoir les vertus cardinales. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui donne, il le sait. Ok, mais s'il obéit, du point de vue chrétien, il n'est pas dans le discernement. C'est-à-dire, il fait une chose que la morale réprouve. Alors, il peut être tempérant, c'est-à-dire ne pas voler les bijoux des gens qui sont exécutés. Mais le fait d'obéir, en principe, ça lui vaut l'enfer. En principe, s'il n'a pas le discernement, il se retrouve du mauvais côté de la barrière à la sortie. Ça, c'est pratiquement sûr. Sauf s'il se repent avant sa mort. Mais sinon, tous les gars qui ont fait ça, en principe, ou dans les camps soviétiques aussi, normalement, c'est... voilà. Après, discernement, si vous voulez, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages, c'est celles qu'on prévu pour la suite. Alors après, vous avez le courage. Alors, c'est pas tout d'avoir le discernement, il faut avoir le courage. Alors, c'est l'équivalent de la force dans les vertus cardinales. Force, courage, c'est un peu la même chose. Le courage est donné par la force, parce que la force, c'est une force, certes, enfin, dans ce sens-là, de la vertu de la force, ça peut être une force physique, mais c'est surtout une force morale, en fait, et même intellectuelle. Donc voilà, alors là, déjà, il faut avoir le courage d'appliquer le discernement. Enfin, quand on a discerné le bien du mal, il faut avoir le courage de l'appliquer. Déjà, sinon, on peut se faire appeler Léon là-haut. Ensuite, un cran au-dessus, donc vous avez la justice dont j'ai parlé, la justice redistributive. Alors là, donc, c'est une justice, en fait, qui a pour objectif de faire en sorte que les gens les plus fragiles de la société, c'est-à-dire les handicapés, les plus faibles, sauf que les tout petits cuits, ou les handicapés, que ce soit les débiles, débiles légers, etc., qu'on aide par les CAT, les handicapés de naissance, mais aussi les handicapés à la suite d'accidents, etc. Donc, si on s'en tenait à une politique seulement d'intérêt général, je vais vous faire une courbe à la fin, là, qui vous expliquera tout ça, certains pourraient mourir au bord de la route. Aux États-Unis, où il y a des cas comme ça, où c'était plus libéral qu'ici, il y a des gens qui sont morts de faute de soins, parce qu'il n'y avait pas ce dispositif donc, de justice redistributive. Ça, c'est important, c'est-à-dire, la thèse de mes 2 livres, c'est je ne poursuis que la justice redistributive. Moi, je m'arrête là au niveau du rôle de l'État. C'est-à-dire la justice redistributive, ce qui est déjà pas mal, parce que ça demande tout de même d'avoir de la tempérance, du discernement, du courage, pour arriver à la justice. Cette justice redistributive qui permet aux plus faibles de survivre. Alors ensuite, vous avez les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Alors là, il faut avoir cœur peut-être beaucoup plus supérieur à portefeuille. Je parle dans les hautes sphères. Parce que dans les sphères de base, donner évidemment pour quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, donner 1 000 € à une œuvre, c'est pas mieux qu'une personne qui gagne 1 000 € et qui va donner 100 € au lieu de 1 000. Même faut qu'il donne plus que proportionnellement, à mon avis. C'est la veuve. Voilà. Donc là, alors pour moi, quelqu'un qui est croyant, en plus j'ai mis dans mon premier livre que je pense qu'un quelqu'un qui est croyant, il y a une autre conséquence sous-jacente, c'est le respect des autres. Moi, j'estime que quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne respecte pas les autres. Il ne peut pas les respecter. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'en fait, quand vous rencontrez une personne, vos voisins, ici, qu'est-ce que vous connaissez de ce qu'ils ont dans la tête, leur passé, leurs composantes, leurs déterminants ils sont venus ici, peut-être qu'ils ont une personne de leur famille qui est gravement malade, etc. Vous ne le savez pas. Et seul Dieu peut vous donner, par la foi, vous donner le comportement
qui va vous permettre de les respecter. Je pense que l'homme n'est pas capable de respecter les autres de lui-même. C'est ma position, c'est ma position. Il ne peut le faire que par le Christ. Moi, c'est ma position. Hein. Alors après, l'espérance, donc il faut encore être encore plus altruiste pour gravir les... Hein. Alors, et puis après, en dernier, vous avez la charité et l'amour, quoi. Alors j'ai mis au moins 6, mais ça peut être 7, 8, 9. Alors d'ailleurs, ça se vérifie, parce que, par exemple, vous prenez les protestants. Les protestants, ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi complète, puisqu'ils n'acceptent pas tous les dogmes de Rome. Il y a certains dogmes, par exemple l'Immaculée Conception, etc., qu'ils n'acceptent pas. Et d'autres, je ne connais pas le détail, mais il y en a d'autres. Donc ils sont bloqués là. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé par les doctrines de Luther, qui dit que les œuvres ne servent à rien. Donc il n'y a pas besoin d'être charitable pour être sauvé. Et d'ailleurs, enfin, il n'y a pas... Mais en fait, quand il dit qu'il n'y a pas besoin des œuvres, il parle des œuvres de charité. Parce qu'en fait, j'ai rétabli, parce qu'on peut se poser des questions. Alors pourquoi l'armée du salut? Pourquoi l'armée du salut? Pourquoi un pasteur Blanchard qui va faire ses maraudes, là, qui intervient sur Radio Courtoisie dans les banlieues? Donc ça veut dire que les protestants ne sont peut-être pas, du moins de ce niveau-là, parce que je ne vais pas rentrer dans les débats théologiques. Hein. Je dis tout de suite, je ne suis pas là pour poursuivre les hérésies. Il y a d'autres qui sont là pour ça, moi je ne sais pas mon domaine. Hein. Donc les protestants, qui sont tout de même là, ils ont tout de même toutes ces qualités-là. Donc ils sont déjà dans l'échelle de l'altruisme. Les protestants ont un certain altruisme qui se matérialise donc dans leur comportement, hein, parce que je pense qu'il y a des protestants qui donnent aux plus pauvres, etc. Mais le catholique, il va plus loin. Parce que l'amour, c'est plus exigeant que le comportement protestant. Vous allez dans l'espérance et l'amour, donc vous en faites plus. Et ça, pour moi, ça peut expliquer d'ailleurs les différences de développement entre les pays catholiques et les pays protestants, et juifs d'ailleurs, au niveau du capitalisme. D'ailleurs, c'est assez bien expliqué par Alain Perfit dans son dernier livre, La société de confiance. J'ai croisé ça avec ça, le bouquin de Perfit. Et ça marche pas mal, parce que le protestant, lui, il donne moins aux pauvres, il réinvestit dans son entreprise pour faire du business, quoi, pour développer son entreprise. Alors, effectivement, les inégalités sont plus, en moyenne, il a fait les calculs, Perfit, les inégalités sont plus importantes dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques. Mais on a constaté sur 2 siècles plus de croissance chez les protestants. D'ailleurs, les Anglais ont démarré 80 ans avant nous dans le libéralisme. Hein. Ils ont commencé des années 1760-70, alors que la France n'a commencé qu'en 1830, donc sous Louis-Philippe. Il y avait un débat tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, mais moi, c'est pas pour ça que je défends particulièrement les protestants. Hein. Mais je pense qu'au niveau de l'État, je préfère qu'on arrête là, enfin, à ce niveau-là, parce que je pense que la charité est une question personnelle. C'est-à-dire que l'État, parce que si vous voulez, la charité publique, cette charité publique a été introduite dans le fonctionnement de l'État français à la fin du 19e siècle, en particulier par un, donc ça c'est ce qu'à l'origine on nous dit, par un certain Léon Bourgeois. Donc Léon Bourgeois qui veut faire, à supprimer à exclure les congrégations de France, à chasser les congrégations de France dans les années 1890, 1900, etc. et au-delà, pour les remplacer par des hôpitaux publics. Et le problème, c'est que quand vous remplacez la charité privée, parce que il y avait des sœurs qui passaient des heures et des heures de leur jour et leur nuit à s'occuper des malades, à les veiller, en particulier les mourants, gratos. Là, vous les remplacez par des fonctionnaires payés, bon, et surtout socialistes, tout ça, qui regardent leur montre avant de partir. C'est plus du tout la même ambiance. C'est plus du tout la même ambiance. Et là, la charité publique faite par des gens qui ne sont pas altruistes, qui sont parfois des prédateurs, ça conduit à des détournements de fonds. Vous avez d'une part souvent de l'incompétence, du fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure,
des grands chefs, parce que les hauts fonctionnaires ne font que suivre les ministres, donc si le ministre est mauvais, les hauts fonctionnaires, même s'il est bon, ils vont faire le moins possible. Il ne faut pas se faire, parce qu'un bon fonctionnaire qui en fait trop, il se fait ratatiner par son ministre, il se fait reprendre par son ministre. Donc certains en font le moins possible pour ne pas avoir d'histoire. Donc c'est toute une mentalité, effectivement, qui s'est installée et qui malheureusement fait que la France en est là où elle en est actuellement. C'est terrible, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, ça, voilà. Et alors, je dois avoir quelque part là, j'ai fait un beau graphique. Voilà, un beau graphique. Alors là, c'est pour... donc, où est l'État juste et efficace? Question à 200 €. Alors là, c'est une courbe, c'est toutes les politiques économiques et sociales possibles. Là, vous avez en ordonnée l'utilité, la satisfaction des 50% les plus favorisés. Là, vous avez les 50% les plus défavorisés. Et alors, vous avez toutes les politiques. Là, vous avez la politique, ce qu'on appelle libertarienne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'État, il n'y a que des propriétaires. Donc, la loi est celle des propriétaires. Donc, à ce moment-là, alors, il y a peu d'utilité, parce que l'utilité des pauvres est là. Enfin, il y a peut-être un côté idéologique un peu, et l'utilité des riches est là. Alors là, après, on passe, c'est l'État qu'on appelle minarchiste. C'est-à-dire, c'était l'État sous Louis XIV. C'est-à-dire, l'État ne s'occupe que de la police, la justice, l'armée. Oui, voilà, la police, justice, armée. Et puis, les Français, voilà. Et à ce moment-là, en mutualisant les moyens de la justice, de la police et de l'armée, on arrive à faire des gains de productivité. Et à ce moment-là, l'utilité de tout le monde monte. L'utilité, qui est souvent monétaire, des riches monte, mais des pauvres aussi, parce que c'est la projection, là, et donc ça passe de là à là. Voilà, ça monte. Donc on est dans une politique qu'on appelle de gagnant-gagnant. Ensuite, vous allez par là. Vous arrivez au point d'intérêt général. J'ai mis B, c'est Bentham, c'est l'économiste anglais Jeremy Bentham qui a créé le terme d'utilité en économie, à la fin du 18e. Alors là, pour aller là, donc ça c'est le point où la population, l'utilité globale de la population est maximale. Là, mais là, en allant là, l'utilité des plus riches diminue, et celle des plus pauvres augmente, puisque ça passe là, ça passe de là, c'était là, ça passe là, et ça passe là. Et alors pourquoi l'utilité globale augmente de là à là? C'est parce que l'utilité des plus pauvres augmente plus vite que de baisse celle des riches. Donc, ce qui fait que, c'est un peu matheux, mais on arrive là. Et puis de là à là, là vous avez le point social-démocrate, là on cherche à maximiser l'utilité des 50% les plus défavorisés. Donc la France est là en fait. Depuis la guerre, et même depuis avant la guerre, tous les hommes politiques depuis les longs bourgeois, donc 1895, dont je vais parler, 1896, grand maître du Grand Orient de France ou de la Grande Loge de France, je ne sais pas quoi, donc grand patron du Parti radical jusqu'à vers 1920-1925, par là. Donc cette politique a été initiée à ce moment-là, il y a eu la réforme Caillaux sur l'impôt sur les sociétés, donc on est arrivé là, quoi. Et donc on défend cette politique, c'est vrai que ça l'attrait, qu'on s'occupe des pauvres, etc. Mais déjà, on s'éloigne tout de même de la croissance maximale qui est là. Alors après, on continue. Alors là, bon, je vous en parle après, oui. Après de là à là, on va au point communiste. Bon. On parle du point social-démocrate de Hollande, Macron, surtout Hollande, des gens comme ça, là, ou Chirac, là. Même le Front National ne serait pas loin de là. Enfin, dans l'économie, je parle. Après, on va vers le point communiste. Alors là, tout s'écroule, quoi. Quand on va au point communiste, l'utilité des riches, elle est là, comme si c'était les riches, et puis là, des pauvres, là, il n'est pas absolument bien fait. Là, enfin, là c'est la bisectrice, normalement, ça devrait être bien fait. Donc voilà, l'utilité des riches et des pauvres est la même. C'est d'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans les pays de l'Est, par exemple, un médecin était payé 2 000 € par mois, 2 ou 3 000 € par mois. Hein.
En fait, ce n'était pas l'égalité exacte, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai lu, et d'ailleurs je l'ai mis en bibliographie de mon premier livre, j'ai choisi La liberté de Kravchenko, là, qui est passé à l'Ouest. Il raconte même dans son livre que même sous Staline, lui qui était directeur de combinat, il gagnait tout de même 20 fois la paye d'un ouvrier. Donc c'était pas vraiment la société égalitariste. Oui, et en plus la maison de fonction, la voiture de fonction, le chauffeur de fonction, la femme de ménage, etc. Donc en fait ça faisait 30 ou 40 fois le salaire, donc le communisme n'était pas du tout réalisé. Mais enfin, on parle du communisme fictif, enfin du communisme tel qu'il est annoncé, il était annoncé par le Parti communiste français dans les années 30. Voilà. Puis là, vous êtes carrément dans le système anarchiste et trotskiste, où là, il n'y a plus de propriétaires, il n'y a plus rien, c'est l'anarchie totale, donc chacun fait ce qu'il veut. Alors là, l'utilité des... Alors, les riches ont tous été massacrés, il n'y en a plus, puisque leur utilité est à zéro, donc ils ont tous été passés par les armes. Et il ne reste plus que quelques pauvres, quoi, qui vivent à l'âge de pierre, ou à peu près, quoi. Voilà, donc, voilà, les tentatives anarchistes n'ont jamais duré très longtemps, puisque les communistes, en parlant en Espagne, se sont chargés de les liquider au bout de 6 mois, quoi. Ils ont tous liquidé, parce qu'ils se sont dit, ils vont vraiment trop loin, tout de même, ceux-là. Donc, leur meilleur ennemi, c'est ceux d'à côté, quoi. Voilà. Donc, alors, où situer la justice chrétienne dans tout ça, donc la justice redistributive? Alors moi, je l'ai mis entre l'intérêt général et la social-démocratie. Parce que je pense que la social-démocratie n'accorde pas assez d'importance au travail et à l'investissement. Et que quand on est à ce point-là, le point R.C. Rawls, c'est un philosophe américain, philosophe économiste américain, donc qui est un théoricien de ça aussi. Quand on est là, il y a tout de même un trop grand handicap du travail et du capital, de l'investissement. Et je pense que même un chef d'État chrétien, Premier ministre chrétien, ministre des Finances chrétien, se doit donc de rétablir le dynamisme, l'envie d'entreprendre dans un pays, quoi. Il doit, les ressentistes là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne doivent pas être, du moins quand ils sont altruistes ou normaux, ne doivent pas être entravés par la politique de l'État. L'État doit, donc doit veiller à ce que le dynamisme inhérent, surtout aux élites, doivent se déployer au maximum. Je me souviens quand j'étais à Bercy, j'avais interrogé le chef du bureau de la croissance à la direction de la prévision, qui était un X-Pont. Je lui ai demandé, à votre avis, quelle serait la principale mesure, la première mesure à prendre pour relancer l'économie française? Et alors c'est autant, juste après les lois Aubry, tout ça, vous savez, qu'elle envoyait des inspecteurs du travail regarder à quelle heure les gens partaient des parkings des grandes entreprises, parce que s'ils partaient trop tard, ils pouvaient avoir un PV, je crois, un truc comme ça. Et sa réponse a été « laissez-nous travailler », quoi. C'est-à-dire un avocat qui veut travailler 70 heures par semaine, laissez-le travailler. Ça embête qui? Un type qui veut travailler 70 heures par semaine, mais s'il gagne 30 ou 40 000 euros, s'il les mérite, ça embête qui? Au contraire, ça crée des emplois. Par son activité, il crée des emplois. Et ça, je crois qu'un chrétien ne peut pas s'y opposer, c'est pas possible. Sinon, le gars, si vous l'empêchez de s'exprimer, il va peut-être se détourner vers des activités beaucoup moins reluisantes. Je ne dis pas quoi. Hein, bon. Voilà, donc j'ai mis le point juste, donc entre le point donc de l'intérêt général benthamien et Rawls. Alors j'ai mis aux 2 tiers normalement, j'ai mis là, parce que là je pense qu'au point benthamien on pourrait avoir 5% de croissance, 5% de croissance pérenne, ça pourrait être entre 4 et 6. Mais alors, il y a, comme je vous ai dit, il y aurait des pauvres, les plus fragiles, ils crèvent au bord de la route hein, tout de même. Hein. Alors, c'est sûr, pour aller de là à là, il y a des politiques publiques qui sont nées pour aller du point minarchiste au point d'intérêt général. Il y a la politique de la concurrence et de la consommation, par exemple, l'aide aux consommateurs, etc. La poursuite des ententes et des positions dominantes qui sont là pour faire éclater les positions de monopole. Vous avez, par exemple, les politiques de vaccination obligatoire, choses comme ça, de prévention.
qui sont tout de même très importantes, qui ont été dans le passé pour éradiquer certaines maladies. Vous avez aussi ce qu'on appelle les phénomènes de passagers clandestins. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, oui. Vous avez aussi les phénomènes de passagers clandestins. Alors, par exemple, il y a un exemple typique de passagers clandestins. Vous prenez une région où un fleuve peut déborder en cas de crue. Si la collectivité publique ne fait rien, chacun va dire, oh, c'est au voisin d'investir, quoi. Parce qu'il faut construire une digue, mais chacun va reporter sur le voisin la responsabilité de construire la digue. Donc quand on va faire un appel de fonds, il y en a la moitié qui ne vont pas donner en disant machin est plus riche que moi, donc c'est à lui de donner, moi je ne donne rien. Donc là, ça justifie donc qu'il y ait de la part des autorités publiques une politique d'intérêt général qui va substituer donc à une politique plus individualiste. On peut dire que dans ces régions-là, on est plus individualiste, une politique d'intérêt général. Donc qui va faire que tout le monde va contribuer en fonction de ses capacités contributives. Alors pourquoi donc à 5%, là je pense que le maximum de croissance au point où on est actuellement en France c'est 2%. Donc là, et qu'on ne peut pas en sortir. Sarkozy a essayé d'en sortir un peu, mais il a été rattrapé par la patrouille, il est revenu au point de départ. Pour les raisons que je vous ai dites, son test Levino, c'est parfaitement en phase. Et donc Chirac aussi était là, alors Mitterrand même était plus par là, à mon avis, Hollande était quelque part par là, Macron essaie de revenir par là, donc, parce que Hollande est revenu par là, donc lui, Macron essaie de revenir par là. Alors, je ne sais pas s'il y arrivera, mais il essaie. Mais en fait, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller par là. Donc il faut supprimer une partie des aides. Alors en particulier, j'inclus là-dedans les aides aux immigrés, quoi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une politique juste, donc il faut déjà avoir le discernement, la présence du discernement. Or je constate tout de même, j'ai encore lu un truc hier, comme quoi les cardinaux à Rome demandaient aux hommes politiques européens de faire preuve de prudence et de discernement dans l'accueil des immigrés. Et d'ailleurs le pape l'avait demandé l'an dernier déjà. Oui, mais attention, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand quelqu'un est incompétent, il ne peut pas faire preuve de discernement. C'est-à-dire dans le test Levino, il faudrait qu'il soit à 24-25 pour faire preuve de discernement. Quand ils sont à 8, 10, Macron, je le mets à 9. Il n'est même pas compétent. Comment voulez-vous avoir du discernement si vous n'êtes pas compétent? C'est pour ça que la base de tout, c'est la compétence. C'est-à-dire un chrétien doit être compétent. Et toute personne, même si elle n'est pas chrétienne, agnostique, qui a des responsabilités, doit postuler à un poste pour lequel il est compétent et pas plus. C'est le principe de Péter. Et par exemple, j'ai même mis une règle. Par exemple, pour être président de la République, j'ai mis 22 dans le test, Premier ministre 19, ministre 16, ministre délégué 13, et puis secrétaire d'État 10. Et encore, je suis gentil, parce qu'à 10, c'est pas vraiment des bons, quoi. Je suis vraiment trop gentil. Mais enfin, dans le cadre de mon mouvement, ça serait plutôt 15 que 10. Hein. Je vous le dis tout de suite. Comment on fait pour les trouver? Ah, bah c'est ça le problème, je les cherche. Il faut les chercher. donc voilà, donc le point de la justice redistributive, c'est là que j'assimile au bien commun. C'est-à-dire que l'Église parle en permanence de bien commun, mais j'ai encore trouvé personne qui m'ait défini la notion de bien commun. C'est-à-dire, il y a 2 ans, il y a le prix Nobel d'économie français à Jean Tirole, X Pont, a écrit un livre sur le bien commun. Et bien sur les 500 pages, je l'ai acheté, j'ai pas réussi à trouver une définition du bien commun. Et donc, moi j'en ai une qui vaut ce qu'elle vaut. Je sais pas, moi je fais pas, c'est peut-être pas le feu d'artifice, enfin j'en sais rien. Par exemple, s'occuper des pauvres, c'est le bien commun. Non, c'est la charité. Moi je n'accepte que les termes, si vous voulez, dans un premier temps, qui sont définis par l'Église. Vous avez la charité, vous avez l'espérance, vous avez la foi, etc. Alors pour moi, je réinterprète au niveau économique, parce qu'effectivement, moi je me suis aperçu au bout d'un moment que les économistes, on n'avait pas un vocabulaire qui cadrait avec ce qu'on lit dans la doctrine sociale de l'Église. Il y a des formulations générales, ça veut dire quoi, c'est quoi, on ne sait pas, il faut être gentil avec les gens, il faut faire la charité de temps en temps, mais pour un type qui est au pouvoir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait exactement, quoi? Donc à partir de là,
donc j'ai fait un nouveau modèle économique et social, donc qui tire les conséquences de ça, où il y a certaines mesures, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais si je peux encore vous en parler 10 minutes. Il y a une chose importante ici aussi, c'est que à ce point de justice redistributive bien commun, attention là, parce que là, c'est là que les Athéniens s'atteignent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que quand en particulier, je connais un certain inspecteur des finances qui s'appelait de Foucault, Jean-Baptiste de Foucault, un petit neveu du père de Foucault, qui lui, il s'accroche désespérément ici. Et moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est pas parce que vous paraissez plus altruiste envers les gens que c'est de la vraie charité. Ah oui, c'est sûr. Attention. Parce que si vous donnez de l'argent à des gens qui ne méritent pas, il faut avoir du discernement encore dans sa charité. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas avoir la charité. Donc on ne peut pas donner l'argent à n'importe qui. Et c'est là que c'est important. Donc en fait, en allant par là, je pense qu'on s'éloigne du point chrétien. En étant dans la social-démocratie, en particulier parce qu'on décourage l'initiative et le travail. Et il vaut mieux avoir des gens au travail que des gens subventionnés. C'est un peu le sens général de mon deuxième livre, quoi. Hein, la première charité, je pense qu'on a à faire envers les gens, c'est de leur donner un travail. Parce qu'il y a des gens, on entend les émissions sur les radios, tout ça, des gens qui sont au chômage, ils vous disent la première chose qu'on demande, non, certains, non. Bien sûr, il y a un chômage qui est voulu, enfin il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais il ne faut pas croire que tous les chômeurs ne veulent pas travailler. Quand on est à plus de 10% de chômeurs, je pense qu'il y a au moins la moitié des gens qui veulent travailler. Puis pour ceux qui ne veulent pas travailler, il y a des mesures qu'on peut prendre aussi, hein. Plus autoritaires, mais avec la tête à droite, on les prend de toute façon. Mais là, je suis chrétien max, là, si vous voulez. Je vais jusqu'au bout de ma foi, si vous voulez. Je vous expose les choses, si vous voulez, telles que l'Église catholique, après tout, pourrait éventuellement les reprendre à son compte. Et là, d'ailleurs, pour moi, ce point-là, le point de la justice, c'est le point à partir duquel on peut avoir la foi, l'espérance et la charité. En fait, c'est à partir de là. Parce que la charité n'est pas par là, elle n'est pas par là, elle est comme ça. Elle est la troisième dimension par rapport à cette justice-là. Oui. Comment? Ça, oui. Peut-être, mais sauf qu'il n'y avait pas la science économique d'actuellement, cette courbe-là n'existait pas du temps de Saint-Louis, quoi. C'est un peu ça le problème. Mais ça revient au même, hein, si vous voulez. Mais voilà. Mais maintenant qu'on a ça, après tout, pourquoi pas ne pas s'en priver? Pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas s'en servir? Et à ce moment-là, vous êtes... Là peuvent naître la foi, l'espérance et la charité, et c'est le point, là c'était un évangile il n'y a pas longtemps, c'est la réalisation, si notre société on arrive à mettre tout le monde là, c'est la réalisation de la prophétie du Christ qui a dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et c'est à ce point-là que cette prophétie peut se réaliser. Parce que la justice prévaut toujours avant la charité. J'en ai parlé à un prêtre, docteur en économie, il m'a approuvé. C'est la charité sans justice n'est pas la charité. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'un chef d'entreprise qui va dans un téléthon, etc., qui signe devant les caméras un chèque de 10 000 euros, 100 000 euros, et qui massacre ses employés le reste du temps, qui n'est pas juste envers ses employés. Je doute que ce soit un très bon chrétien. Hein. C'est de l'argent volé à ses employés. Alors, c'est pas de la charité. Donc, la justice doit toujours prévaloir par rapport à la charité. Ça, c'est... Moi, je préfère avoir une société qui est seulement là, plutôt qu'avoir des faux charitables, quoi, hein, dans un sens ou dans l'autre. Après, alors, d'ailleurs, en allant de là à là, ça augmente la croissance, parce que là, vous voyez... Ça, c'était la possibilité, ça c'est les possibilités à l'instant T c'est la production nationale brute, en fait. Suivant les différents points où vous êtes, là vous avez aujourd'hui, la production est là, si vous êtes dans Bentamien, vous êtes là, etc. Alors, si vous êtes au point R, avec 2% de croissance, l'année prochaine, vous aurez cette courbe-là. Donc tout le monde va en profiter. En fait, ce n'est pas égal suivant toutes les couches de la population.
Enfin, globalement, ça va être 2% en moyenne par rapport à ça. Quand on va par là, vous voyez, ça augmente. L'utilité, c'est fonction du revenu, en fait, grosso modo, quoi, globalement. Hein. On a beau dire, c'est tout de même comme ça que ça se passe. Et si vous êtes au point chrétien, eh ben, vous allez faire 2 points de plus, vous êtes à 4%. Moi, je pense qu'on peut faire 4% de manière pérenne au point chrétien. Et à ce moment-là, vous êtes la courbe verte, qui est 4% de plus que la bleue. Et on est 2%. Et à ce moment-là, les riches, les chrétiens riches qui sont par là, parce qu'il y en a, voilà, qui ont des héritages, enfin, qui ont des cadres de cadres supérieurs et dirigeants, ils auront plus d'argent pour pratiquer la charité. Donc si vous voulez, cette charité publique que vous ne faites pas parce que vous allez moins redistribuer en passant de là à là, c'est récupéré en plus parce que les chrétiens qui sont là, enfin et tous les altruistes, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas que les chrétiens qui sont altruistes, puisque dès que vous sortez de la tempérance, donc vous commencez à être altruiste, et ben ils auront plus d'argent pour mettre dans les œuvres. Et je pense qu'en fin de compte, au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, la situation globale va s'améliorer. Voilà, parce qu'il faut toujours tenir compte, donc cet aspect, c'est pour ça que c'est le croisement de la courbe et du Testevino, parce qu'il faut toujours tenir compte du fait que quand vous allégez, parce qu'il y a aussi une loi économique de base qui pour un étudiant en sciences économiques, c'est en première année, c'est que quand plus vous montez dans l'échelle des revenus, plus la proportion marginale à épargner est importante. Mais ça, c'est une loi de base. Hein, c'est le pourcentage d'épargne est le plus élevé, donc qui sert à l'investissement tout de même, il ne faut pas l'oublier. Et à ce moment-là, moi je propose par exemple une baisse du dernier échelon de l'IRPP. C'est maintenant, je ne sais pas combien, 47, 48%, truc comme ça. 45, hein, puis il y en a un 41 derrière. Alors je propose de les ramener à 40 ou 35. Je ne veux pas non plus supprimer la progressivité de l'impôt, mais il faut arriver, si vous voulez, tout de même à faire en sorte d'arriver là. Alors il y a aussi une autre mesure phare dans mon programme, c'est augmenter la différence de revenus entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors ça, à ceux qui ne travaillent pas, je parle des chômeurs là. Alors c'est là que je réponds un peu à une objection. C'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, mais aussi en Allemagne, avec les lois Hartz, et en Angleterre, c'était du temps à la fin de la fin de Thatcher et Major, ils ont décidé justement de diminuer les allocations chômage. Et je crois peut-être de subventionner les gens qui reprenaient du travail, hein, comme le RSA. Voilà. Donc du coup, sous Tony Blair qui a profité de cette politique, pendant 10 ans, entre 1998 et 2008, la croissance anglaise a été de 3% par an en moyenne. Donc à la fin de Tony Blair, il n'y avait plus beaucoup de chômage en Angleterre. Et ça a été le même cas en Allemagne. Vous savez qu'ils sont tout de même très nettement devant nous. C'était les réformes Hartz de Schröder. Et j'ai lu un article encore il y a une semaine. Alors, je lis sur un site de réinformation, entre guillemets, c'est scandaleux, oui, les chômeurs en Allemagne ont beaucoup moins de revenus qu'en France. Ben oui, parce que c'est la politique qui a été menée justement pour inciter les gens à reprendre le travail. On leur donne des indemnités de chômage moins importantes pour les inciter à prendre le travail. Et ça, ce que je vous dis, si vous voulez, même un chauffeur de taxi comprend. Puisque une fois, en 1988, j'étais allé à l'université d'été des jeunes giscardiens à Ovoria. J'arrive par le train à Morzine, je prends le taxi, et il me demande où je vais. Je lui dis, je vais à une université d'été des jeunes giscardiens. Ah, et puis, c'était en 88. Ah, Giscard ne m'en parlait pas. Je ne sais plus en quelle année, 77, 78, il a multiplié par 2 les allocations chômage. Il y a eu 500 000 chômeurs de plus en un an ou deux. Automatiquement. Donc en économie, on dit que c'est une science molle. Mais en fait, plus j'ai monté en âge, plus je me suis aperçu que l'économie, ce n'est pas une science molle, c'est une science qui est assez dure tout de même. Parce que quand on fait certaines bêtises, ben, on voit le résultat tout de suite. Et là, les allocations chômage, bien sûr, il ne faut pas les laisser crever de faim non plus. Mais disons, il faut... parce qu'il y a même une étude qui est parue récemment, il y a des chômeurs, quand ils reprennent le travail, il y a une partie des allocations qu'ils avaient comme chômeurs qu'ils perdent. Oui, bien sûr. Alors supposez un chômeur qui était à 800 € par mois, avec les allocations et tout ça, ou même, oui, même sans certaines allocations, et qu'un un smicard doit être à 1100 €, un truc comme ça, entre 1100 et 1200,
Et ben, certains, avec certaines aides, ils arrivaient à 1100 €. Pratiquement, ils étaient, et même certains, dans certaines conditions, ils avaient même un peu plus que le SMICAR. Ben, comment voulez-vous qu'ils soient incités à aller travailler? Alors, je pense que même un chef d'État chrétien ne peut pas le permettre. Et puis, il n'a pas le droit d'encourager le vice. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il n'a pas le droit. Je ne vous dis pas ça d'une façon cynique, mais je pense que c'est tout de même un chef d'État doit veiller. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus de supprimer le SMIC et tout ça. Je conserve, je vous dis, les aides envers les plus défavorisés, vers les handicapés, etc. Parce que la charité privée, certes, je fais confiance aux chrétiens et même à des non-chrétiens, aux altruistes, mais je ne suis pas sûr, tant que je ne suis pas sûr que la charité privée pourra venir au secours de tous les malheureux, je préfère garder un filet de sécurité. C'est-à-dire que si j'étais sûr que la charité fonctionne, je serais au point B, évidemment, pour avoir 5% de croissance par an. Mais comme je ne suis pas sûr que la charité suppléera la suppression des aides, eh ben je garde tout de même une partie des aides, je vous dis, envers les 15% les plus défavorisés, les handicapés et les accidentés et tout ça. Quoi. Voilà. Ce qui, évidemment, ça me perd un point de croissance par an. Mais si je fais 4% au lieu de 5%, je sais pourquoi. C'est parce que je veux aider ces gens-là. Parce que si je ne les aide pas, ils meurent. Je veux dire, personne ne s'occupera d'eux, ils mourront. La plupart mourront, ils resteront, ils vivront dans des conditions atroces. Donc je garde tout de même une part de redistribution. Et donc une grande leçon également de mes deux bouquins, finalement, c'est ce que j'appelle le grand paradoxe de l'économie. Alors là, c'est que, même pour arriver à cette politique-là, donc qui est de centre-gauche, parce que tout ça, c'est des politiques de droite, tout ça, c'est des politiques de gauche. Là, évidemment, on est encore au centre-gauche, tout de même, hein, comme politique. Eh bien, il faut être très, très à droite, donc dans la case R100 du test. Parce que si Sarkozy veut faire cette politique-là, il n'y arrivera jamais. Il a essayé, il est arrivé là, déjà, il s'est fait ramasser. Donc, parce qu'il y a une question de rapidité après. Dans le test, à partir d'un certain moment, il y a la rapidité. Et donc, il faut être à 21, 22 dans le test pour faire les mesures. Quand vous êtes élu, vous avez 3 mois pour réussir. Donc, il faut y aller plein tube, quoi. Parce que là, je vous parle de l'économie, mais il y aura aussi la réforme de la justice, l'enseignement, la police, la gendarmerie, la sécurité, l'armée. Je n'en parle pas, enfin, j'en parle dans mes bouquins, quoi, tout ça. Hein. Et là, c'est qu'une toute petite, c'est un quart de mon deuxième bouquin et la moitié de mon premier, hein, c'est tout. Voilà, donc c'est une présentation globale. Alors, je vais voir si j'oublie des choses. Oui, alors, donc, il y a aussi ce que j'appelle le spectre de compétences. Alors, évidemment, parmi les gens qui sont ici, ils vont se dire, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Alors, effectivement, il y a des gens qui ont la vocation politique, d'autres qui ne l'ont pas. Mais si vous êtes ici, c'est que vous y intéressez un peu, parce que si vous venez à ce genre de conférence, bon, c'est vrai que le sujet n'est pas toujours politique, mais enfin, même quand on fait de la morale, ou qu'on parle de faits de société, sur l'avortement, le mariage homosexuel, etc., on est toujours tout de même dans la politique. Donc ça montre que vous y intéressez. Et je pense que les gens qui s'intéressent à la politique doivent s'engager donc pour bâtir cet État juste et efficace. Voilà, et bon, il suffit d'avoir 1% de son temps, c'est-à-dire, même 1%, c'est-à-dire si vous travaillez 50 heures par semaine, ça vous fait une demi-heure par semaine à faire de la politique. C'est pas énorme non plus. Et, alors, il y a aussi une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, je vous en parle tout de même brièvement. Quand je parle de travail, il y a 2 sortes de travail. Il y a le travail que j'appelle originel et le travail protocolaire. Alors, le travail protocolaire, c'est ce que Marx appelait le travail aliéné. Et, mais moi, bon, aliéné, c'est connoté. Moi, je ne suis pas marxiste, donc je n'emploie pas le mot aliéné. Puis en plus, ça a une connotation, bon, enfin, c'est pas terrible tout de même, quoi. Ça voudrait dire que les travailleurs sont un peu fous, éventuellement, ça pourrait être mal compris. J'essaie d'éviter le vocabulaire, ce qu'on appelait au ministère, j'ai appris ça au ministère, le vocabulaire connoté. On appelle ça le vocabulaire connoté, c'est-à-dire qui, pour une explication scientifique, a des côtés trop connotés idéologiquement et politiquement. Donc on essaie d'utiliser un vocabulaire non connoté. Et en parlant de travail protocolaire, je pense que j'utilise un vocabulaire non connoté.
Et protocolaire, c'est l'ouvrier qui est à la chaîne et qui on lui a dit tu vas visser le boulon à raison de, vous savez comme dans Charlot, 60 boulons à la minute, quoi, clac, clac, enfin 30 boulons à la minute, ça c'est le travail protocolaire. Et vous avez le travail, ce que j'appelle originel, ça c'est le cadre qui organise le travail, qui dit à machin tu vas faire ci, tu vas faire ça, le chercheur, etc. Et donc là, donc les gens qui sont dans le caser sans tout ça, donc ils sont dans le travail originel, quoi, parce que j'ai établi également des équivalences en temps de travail par semaine. Par exemple, à 24 dans le test Evino, c'est tout de même 45 heures de travail originel. Plus éventuellement le travail qu'il peut faire chez lui s'il lave la vaisselle en rentrant chez lui. Qui là est dans le travail protocolaire tout de même, que j'ai mis dans le travail protocolaire. Et à combien, mettons, à 40 dans le test, c'est-à-dire les grands patrons, ils arrivent à 75 heures par semaine. C'est-à-dire c'est des types qui vont à la vitesse, donc qui sont ce qu'ils appellent les hyper rapides, à la vitesse, pas de la lumière, mais enfin voilà, qui passent leur journée à régler des problèmes extrêmement pointus toute la journée, quoi. Un type qui sort des 20 premiers de Polytechnique, qui passe toute sa journée à régler des problèmes hyper pointus, quoi. Et ça, si vous voulez, évidemment, c'est pas le même boulot. Mais pour les gens qui veulent s'engager dans la politique, ça peut être un travail originel, c'est-à-dire participer au programme. Et puis il y a aussi le travail protocolaire, qui est aussi de distribuer des tracts, de coller des affiches, et puis de tenir les bureaux de vote. Ce que j'ai fait pendant des années d'ailleurs, pour pas grand-chose, mais enfin je l'ai fait tout de même, quoi. Voilà. Alors, donc, la notion de justice. Alors, donc,